Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal marqué aujourd'hui par la venue de François Hollande dans le Loir-et-Cher. Visite sur le thème de l'emploi, le président de la République s'est rendu au CFA de la ville de Blois et a ensuite assisté à la signature de contrats de génération dans 2 entreprises loir-et-chériennes. Départ annoncé en Loir-et-Cher pour Guillaume Pelletier, départ professionnel seulement, dit l'ancien candidat de la droite pour les législatives à Tours. Mais comment ne pas penser à une implantation politique? Il y a quelques jours, il annonçait son retrait pour les municipales de Tours. Guillaume Pelletier qui pourrait prendre la succession de Patrice Martin-Lalande dans la région de Romorantin. Et puis un match nul entre Tours et Caen vendredi soir, c'est du foot. Les 2 équipes se sont quittées sur un 1 partout. Tours menait, mais Caen a égalisé sur pénalty. Pénalty contestable selon les Tourangeaux. Leur explication à la fin de ce journal. Déplacement présidentiel aujourd'hui à Blois. François Hollande faisait un déplacement sur le thème de l'emploi. Il s'est rendu cet après-midi au CFA de la ville avant de visiter 2 entreprises et d'assister à la signature de contrats de génération. Sur place, Anaïs Michaud. Journée autour de l'emploi pour François Hollande. Après le séminaire ministériel qui s'est déroulé ce matin à l'Elysée, le président de la République est arrivé ici à Blois à 15h30, accompagné de l'ancien président de la région Centre et actuel ministre du Travail Michel Sapin, ainsi que du ministre délégué à la formation professionnelle Thierry Repentin. La délégation a visité le CFA bâtiment, puis a rencontré 8 apprentis et 4 maîtres d'apprentissage. Objectif, aborder la formation des jeunes et parler du programme d'investissement d'avenir, puisque le CFA bénéficie d'un cofinancement pour la construction d'un nouvel établissement prévu pour 2016. Le chef de l'État s'est rendu ensuite à la SMOP, la société de mécanique et d'outillage de précision, à la chaussée Saint-Victor. Il y a signé 2 des tout premiers contrats de génération. Ces contrats, promesses de campagne de François Hollande destinés à favoriser l'embauche des jeunes en CDI et le maintien des seniors dans l'emploi. Concrètement, les entreprises de moins de 300 salariés peuvent désormais recevoir une aide de 4 000 € par an, maximum pendant 3 ans, si elles embauchent un jeune de moins de 26 ans en CDI, tout en maintenant dans l'emploi un salarié de plus de 57 ans. Fin de cette étape blésoise avec un discours à l'espace Georges Semprin, dans le quartier populaire du nord de la ville. La dernière fois que François Hollande était venu ici, c'était pendant sa campagne le 3 avril 2012. Une étape qui lui avait plutôt réussi, puisqu'il était arrivé en tête à Blois avec 56,7% des voix. Et lors de ce déplacement, François Hollande a annoncé une grande réforme de la formation professionnelle, plus ciblée vers les personnes qui en ont le plus besoin, entendez les demandeurs d'emploi. Nous reviendrons sur ce point avec notre invité Jean-Patrick Gilles, le député PS de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Politique toujours, et cette question, Guillaume Pelletier va-t-il s'implanter en Loir-et-Cher sur les terres de Martin-Lalande à Romorantin? La question est plus que d'actualité. Le leader de la droite forte à l'UMP avait annoncé il y a quelques jours son retrait de la compétition pour les prochaines municipales à Tours. Et voilà que l'on apprend maintenant son implantation professionnelle en Loir-et-Cher. Difficile de ne pas penser à une nouvelle implantation politique. Jérôme Alain, Anaïs Michaud. 2 défaites politiques en 2011 lors des élections cantonales et l'année dernière lors des législatives dans la première circonscription d'Indre-et-Loire auront eu raison de l'avenir politique du leader de la droite forte dans le département. Pour le moment, en tout cas, Guillaume Pelletier souhaite développer son agence de communication comme un plus, créée en 2008 à Tours, du côté du Loir-et-Cher. Ma priorité pour les prochaines années, c'est avant tout mon projet professionnel. Développer mon entreprise et démontrer que des entrepreneurs peuvent, ici, en région Centre, développer leur entreprise. Voilà. Sur le reste, l'avenir le dira. Je conserve des ambitions et des responsabilités politiques. Je suis vice-président de l'UMP, je l'ai dit, au niveau national, membre de la commission des statuts, de la commission d'investiture. Donc je garde un œil affûté et aiguisé sur tout ce qui se passe ici en région Centre. Mais ma priorité, avant tout, aujourd'hui, elle est professionnelle. L'actuel vice-président de l'UMP ne sera pas candidat à Tours pour les municipales, ça on le savait déjà. Quant aux législatives de 2017 en Sologne, il est encore trop tôt pour le dire. Serge Babary, conseiller général UMP éventuel candidat à la mairie de Tours, n'est pas surpris par l'annonce de Guillaume Pelletier et son envie de Loir-et-Cher. Je crois que sa décision, elle est motivée essentiellement pour des raisons économiques, de développement d'entreprise. Donc je salue cela avec beaucoup de sympathie. Pour la suite, il lui reviendra de prendre des décisions de candidature ou pas en son temps. L'avenir politique de Guillaume Pelletier s'inscrit actuellement sûrement plus à Paris qu'en Sologne, en tout cas pour le moment. D'ici 2015 et 2017, la donne politique sera forcément différente.
Attention, si vous prenez le bus demain à Tours, Fil Bleu prévoit des perturbations sur son réseau en raison d'un mouvement de grève issu d'un appel national. Motif, l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Prévoyez donc entre 7 et 9 bus sur 10 sur les lignes 1, 2, 3, 4, 6, 12, 30, 31 et 60, entre 4 et 6 bus sur 10 pour les autres, à l'exception des lignes 57, 71 et des lignes scolaires qui circuleront normalement. Service normal également sur le réseau de nuit, en revanche pas de service sur les lignes électrons et citadines. Et puis du côté de la SNCF, des perturbations à prévoir également, un train sur 2 entre Tours et Paris sur la ligne classique, trafic normal du côté des TGV, mais aucune navette entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Et puis enfin du côté des TER, 1 sur 3 seulement entre Tours, Vierzon et Bourges. En bref, 2 morts sur les routes du Loir-et-Cher. Un homme et une femme d'une quarantaine d'années ont perdu la vie à la sortie de Saint-Laurent-Nouan. Ils roulaient à vive allure à bord d'une sportive de collection. Leur véhicule a percuté un arbre. Ils sont décédés sur le coup. Toujours en bref, de l'eau de fromage de chèvre, le sel sur chair de la société Hardy retiré de la vente ou bloqué au sein de la fromagerie après la découverte de la bactérie E. coli sur l'un de ces fromages dans une fromagerie parisienne. Des analyses complémentaires vont être faites. Ils ont déposé leur statut en préfecture. Les membres du Cannabis Social Club d'Indre-et-Loire, ce regroupement de fumeurs de joint, se sont présentés au bureau des associations de la préfecture d'Indre-et-Loire. Un geste symbolique et militant qui intervient après la garde à vue de Dominique Brock, l'un des responsables. Les gendarmes ont saisi 126 plants de cannabis, avaient saisi 126 plants de cannabis. Il est convoqué au tribunal correctionnel de Tours le 8 avril prochain. Quelques mots pour vous dire que la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire a changé de président. Henri Frémont, membre de l'UDSEA et céréalier à Chemillé-sur-Indre, est élu pour un mandat de 6 ans. On passe aux résultats sportifs du week-end. Et d'abord la victoire des joueurs du Tour Volleyball en déplacement à Narbonne dans le cadre du championnat de Liga. Le TVB s'est imposé 3-7 à 0. Et puis côté foot, c'est un match nul pour le Tour FC qui recevait vendredi soir le 3e du championnat Caen. Un match nul, un but partout. Le but tourangeau a été signé Julien Sétou. Caen a égalisé sur un pénalty, mais ce pénalty est contestable pour le camp tourangeau. Écoutez. Sentiment qu'on peut gagner ce match. On prend un penalty frustrant également qu'on peut je pense éviter. Les mêmes actions n'engendrent pas les mêmes décisions. C'est pas du vol, mais c'est rageant parce que on aurait préféré, à la rigueur, si tu fais un match nul, je préfère faire un match nul honorablement que sur des faits de jeu comme ça, quoi. Et Tours est redescendu à la 12e place du classement avec 33 points. Du roller derby maintenant, c'était samedi au gymnase de la Rotonde. L'équipe de Tours, les Sea Eagles, recevait Nantes. Compte rendu de la rencontre signé Bastien Mathieu. Le groupe de filles qui tournent en rond en roller et qui se rendent dedans, bienvenue au roller derby. Derrière cette discipline un peu barjot se cache un véritable sport dont les règles ne sont pas si difficiles à comprendre. Le principe, c'est 2 équipes de filles qui s'affrontent sur une piste circulaire, plate. Le but du jeu, c'est de marquer le maximum de points en faisant passer la jammeuse de son équipe à travers le pack. La jammeuse, aussi appelée sprinteuse, doit donc réussir à passer au milieu des autres joueuses, les bloqueuses. Les bloqueuses qui ont donc pour mission de faire tomber la jammeuse adverse et ouvrir les brèches à celle de son équipe. Pour cela, elles peuvent mettre des coups dans les épaules et dans les hanches, pas si compliqué et plutôt spectaculaire. Créée en 2011, l'équipe tourangelle commence petit à petit à prendre ses marques. Les Sea Eagles comprenaient les voix timbrées, disputaient samedi leur premier match face aux Divines Machines de Nantes dans le cadre du Printemps des Apaches. Forcément un moment particulier pour les joueuses. Personnellement, je suis la capitaine de l'équipe et je suis très satisfaite du score qu'on a fait. Il y a 40 points d'écart, donc c'est pas grand chose et franchement on n'a pas gagné, mais ça reste une belle victoire. Une belle victoire symbolique en effet. Si les Sea Eagles se sont inclinés 148 à 108, l'essentiel n'était pas là. L'important était évidemment de se faire plaisir, chose plutôt réussie, il va sans dire. Et on termine ce journal avec un salon qui se déroulait à Tours ce week-end, un salon que certains ne rateraient pas, le salon international des œufs décorés, avec des petites merveilles sur les stands. Anaïs Michaud. Des œufs brodés par-ci, ciselés par-là. Des œufs d'oie, d'autruche ou en porcelaine, il y en a pour tous les goûts. Seul point commun, le véritable travail d'orfèvre qui est réalisé sur chacun d'eux par les artistes présents sur place.
On veut qu'il n'y ait pas de revendeurs. Tous les exposants font eux-mêmes leurs œuvres. Il n'y a absolument pas de revente. Et même pour la sélection des exposants, on les sélectionne très sévèrement. On leur demande de nous envoyer des modèles ou des photos. Et si les œufs ne nous semblent pas suffisamment bien, on refuse de recevoir l'exposant. Un salon exigeant et rare puisqu'il n'en existe que 2 équivalents en France. Il permet aux artistes de se faire connaître et de vendre des pièces aux collectionneurs et aux néophytes. Les très grosses pièces valent à peu près 300 €, les plus petites 15 €. Enfin, on essaie de faire un petit peu pour tous les budgets. Et puis c'est fonction du travail. Vous imaginez bien que là-dessus, j'ai un nombre d'heures important. Du côté des visiteurs, pas de doute, la magie opère. Là, on voit des exposants qui travaillent sur la minutie d'un objet, l'œuf, qui veut dire déjà beaucoup de choses, un œuf. C'est aussi la notion de vie naissante. Donc voilà, et on découvre des choses magnifiques. Les bénéfices du salon sont reversés à la recherche contre le cancer et les leucémies des enfants et des adolescents par le Lions Club, qui a déjà remis la somme de 34 000 €. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Jean-Patrick Gilles est notre invité. Restez avec nous.